Voici la partie 2 de la révision portant sur l'univers matériel de sciences et technologies de quatrième secondaire. Ce document, vous pouvez le retrouver en format PDF sur le site internet de patiosciences.com dans l'onglet ST, sous-onglet Révision ST, ST. Donc, vous allez retrouver en fait la révision de toutes les parties, de tous les univers, l'univers Terre-Espace, il y a seulement une partie, l'univers matériel, je l'ai fait en 2 parties parce que c'est quand même assez long, et vous aurez aussi la 3e partie, donc de l'univers technologique. On se souvient, hein, dans le tableau, on l'avait vu dans l'univers Terre-Espace et dans la première partie de l'univers matériel. On avait vu un total pour l'examen de fin d'année de 25 questions. Dans l'univers matériel, c'est l'univers le plus important. Vous retrouvez 13 questions. Ça fait partie du 52, ça représente 52% de l'examen. Nous avons toujours des annexes. Dans la 2e partie, c'est plus le côté physique que nous allons voir de l'univers matériel, c'est-à-dire l'électricité, les notions d'énergie, etc. Rappelez-vous que dans la partie 1, nous avions vu plus la partie qui était chimie, hein, le tableau périodique, etc. Alors ici, dans l'annexe 4, nous allons utiliser quelques-unes de ces formules, la loi d'Ohm par exemple, et ce qui est important je vous fais remarquer la chose suivante, c'est que nous avons donné la définition des unités. Donc, si jamais vous avez oublié la définition d'une unité, pensez à retourner voir votre annexe, votre feuille de formule. Amusez-vous aussi à trouver l'unité qui correspond à la variable de la différence de potentiel, c'est le volt. La résistance, c'est l'unité, le ohm. L'intensité du courant, c'est ampère, donc A, l'abréviation pour l'unité. Pour la puissance, c'est en watts, et nous aurons des watts si nous avons des volts multipliés par des ampères. Donc, la formule de la puissance, on prend la différence de potentiel multipliée par l'intensité du courant, et une autre formule, celle pour trouver l'énergie. L'énergie, elle a plusieurs unités, hein? L'énergie, cette variable-là, mais si vous avez vraiment une puissance en watts, multiplié par un temps en secondes, vous avez par définition des joules. Alors, des watts multipliés par des secondes, ça donne des joules. Mais il y a d'autres unités d'énergie, par exemple, le kilowattheure qui est utilisé plus en hydroélectricité pour le calcul des factures d'hydro. Vous avez aussi, on pourrait avoir des watts multipliés par des heures, mais par définition, ça ne donne pas des joules. Nous avons une autre formule, celle qui nous permet de calculer le rendement énergétique. Nous allons voir en fait que le rendement énergétique, on peut faire un produit croisé, comme on l'avait vu en classe. Donc, on va le voir avec des exemples un peu plus tard. Pour ce qui est des constantes ou du tableau ici qu'on retrouve des grandeurs, celle-ci, cette correspondance est très intéressante. Alors, vous avez une unité d'énergie qui est le kilowattheure qui est utilisé par l'hydro pour calculer les factures d'hydroélectricité parce que souvent, l'hydroélectricité, tout le temps, il va utiliser le kilowattheure parce que son tarif qu'il va donner, si on regarde de quelle façon il est exprimé, par exemple, un tarif de 7 sous en fait, c'est de l'argent, exprimé en argent, c'est par kilowattheure, c'est pas par joule. Et c'est pour ça que nous avons cette correspondance. Donc, si on veut transformer des kilowattheures en joules, on peut faire un produit croisé, une règle de 3 simplement. Donc, si nous avons 50 kilowattheures, alors pour le transformer en joules, il suffit de mettre le X. Alors, le produit croisé devient le 50 fois le 3 600 000 joules divisé par 1. En fait, dans 1 kWh, nous avons 3 600 000 joules. Le tableau périodique dans la partie 2, nous n'allons pas l'utiliser. Donc, il a été utilisé beaucoup dans la partie 1. Commençons par le concept champ magnétique d'un fil parcouru par un courant. Alors, ça fait appel à la première règle de la main droite. Il faut retenir par cœur que le pouce,
lui, va suivre le courant. Donc, le courant électrique qui va circuler dans le fil, c'est le pouce qui va suivre le courant. Et en lien avec la règle de la main droite, vous allez voir sur le site internet de patiosciences.com, justement, dans la révision, vous allez voir à la suite des vidéos portant sur la révision, AST, vous allez voir une vidéo qui va montrer vraiment lorsque je tiens un fil et lorsqu'il y a une boussole ou des boussoles à proximité de ce fil droit-là. Donc, vous allez voir une vraie manipulation, ce ne sera pas animé ou ce ne sera pas une illustration. Alors, vous pourrez aller voir la règle de la main droite, c'est fondamental, il faut vraiment l'apprendre par cœur, il ne faut vraiment pas se mélanger, on prend vraiment la main droite. Attention, c'est surtout les droitiers qui utilisent la main gauche. Alors, faites attention, les droitiers. Normalement, les gauchers n'ont pas de difficulté parce que qu'est-ce qui arrive dans une situation d'examen? Souvent, on utilise un crayon, hein, qui représente un fil, et souvent, lorsqu'on est gaucher, bien, naturellement, on le prend de la main gauche et on prend notre main droite pour faire la règle, alors qu'un droitier va faire l'inverse. Donc, faites attention, les droitiers, on prend la main droite. Et les doigts, eux, vont s'enrouler autour de votre crayon, autour de votre fil, et ça va représenter le sens des lignes du champ magnétique. Donc, la manière donc, les doigts vont s'enrouler. Donc, la façon dont vont s'enrouler les doigts, ça va nous donner en même temps le sens des lignes du champ magnétique. Et nous avons besoin de connaître le sens des lignes du champ magnétique dans le but, par exemple, de positionner une aiguille d'une boussole. Alors ici, j'ai une illustration et comme je le mentionnais tout à l'heure, allez voir les vidéos sont vraies, là, c'est vraiment une manipulation avec un vrai fil. On n'oublie pas que le courant électrique circule de la borne qui est positive vers la borne négative. Alors ici, ils nous ont placé une borne positive. En fait, le fil, on n'a pas vu la source de courant, mais on pourrait, par exemple, aussi, au lieu d'inscrire le plus, on pourrait tout simplement vous faire le circuit électrique un peu plus complet, par exemple, dans lequel on retrouve le fil qui est branché, et par la suite, on aurait pu vous donner la source. Alors, ici, la ligne qui est toujours un petit peu plus longue, là, c'est un petit peu croche, je m'excuse, là, mais la ligne qui est un petit peu plus longue, alors ça représente notre borne positive et la plus courte, la borne négative. Et le courant, que fait le courant? Eh bien, le courant va circuler de la borne positive vers la borne négative. Alors, voyez sa circulation. Donc, là, il va monter dans le fil en passant aussi votre feuille. Si vous avez de la difficulté à vous représenter la situation, vous pouvez la coucher, vous pouvez la mettre debout. Ici, ça peut être peut-être plus facile de coucher la feuille, donc la mettre à l'horizontale. Vous empoignez un crayon, mais avec la main gauche. Hein, vous tenez un crayon, ça va vous servir de fil. Par la suite, avec la main droite, vous allez pointer le pouce pour qu'il puisse suivre le courant. Et comme le courant va vers le haut, donc il faut que le pouce se dirige vers le haut. Et naturellement, regardez, nous allons enrouler nos doigts autour du fil électrique. Prenez-le vraiment, là, votre crayon. Et en même temps, ça nous donne le sens des lignes du champ magnétique. Alors, le sens des lignes du champ magnétique, les lignes du champ magnétique vont tourner de cette manière autour du fil. Et je vais juste tasser ça. Donc, autour du fil, le champ magnétique va s'enrouler de cette manière-là, de la manière, en fait, la même manière de l'enroulement de nos doigts autour du fil, tout simplement. Maintenant, allons faire un petit rappel malgré que je viens de le mentionner. On n'oublie pas la circulation, il faut l'apprendre par cœur, la circulation du courant conventionnel se fait toujours de la borne positive vers la borne négative. Et ça, ce n'est pas toujours donné. Vous pouvez simplement avoir un dessin. C'est à vous de trouver la borne positive, c'est toujours la barre la plus longue, donc plus, hein, plus longue, et la petite,
c'est la négative. Et par le fait même, vous avez la circulation du courant conventionnel qui va de la borne positive, qui va traverser tout le circuit électrique ou votre fil droit et va retourner à la source par la borne négative. Maintenant, pourquoi apprendre la règle de la main droite? Tout simplement pour être capable de positionner, par exemple, des aiguilles, l'aiguille d'une boussole qui est à proximité d'un fil droit. Juste avant, on va la voir, la boussole, on va se rappeler c'est quoi le pôle nord et le pôle sud de l'aiguille de la boussole. Donc, on vous dit, si on place une boussole à proximité d'un fil droit dans lequel circule un courant électrique, il faut se rappeler, et ça c'est encore du par cœur, qu'une ligne de champ magnétique va rentrer dans un sud et sort par le nord. Et n'oubliez pas ce que je vous avais donné comme manière de retenir cela. Nous demeurons en Amérique du Nord, hein, nous restons en Amérique du Nord, et normalement, lorsqu'on pense à vacances, surtout l'hiver, nous allons dans le sud. C'est rare qu'on va faire un voyage dans le nord. Alors, rappelez-vous, nous voyageons lorsque nous prenons des vacances du nord vers le sud. Alors, la ligne du champ magnétique, c'est ce qu'elle va faire. Donc, la ligne du champ magnétique, si vous avez, et on l'avait vu, rappelez-vous, avec les aimants droits, par exemple, lorsque nous avions un aimant droit, hein, les aimants possèdent un pôle nord, un pôle sud, nous avions vu que les lignes du champ magnétique pour un aimant circulaient du nord vers le sud. Ça fait tout le temps ça. Mais en même temps, si nous avons une boussole à proximité, la ligne de champ va rentrer dans... Donc, si vous avez une boussole, hein, à proximité, ici par exemple du pôle sud, bien entendu, le nord va être attiré par le sud. On va retrouver le sud ici et ça va respecter le fait qu'une ligne de champ sort d'un nord, rentre dans un sud, sort d'un nord pour revenir dans le sud. Alors, pour ce qui est du fil droit, on va aller voir. Dans un premier temps, je rappelle, hein, l'aiguille de la boussole, l'examen est en noir et blanc, les exercices sont en noir et blanc. Alors souvent, c'est représenté simplement par, on pourrait représenter l'aiguille de la boussole par deux, excusez le dessin, par deux triangles, et à ce moment-là, on écrit nord-sud, par exemple, ou sud-nord. Mais si on vous représente son aiguille à la boussole par une flèche, retenons que la flèche ici, c'est le nord, c'est le côté nord, l'aiguille, elle est magnétique, et l'extrémité ici, l'origine, pardon, c'est le sud. Alors, il faut retenir ça. Ça aussi, c'est du par cœur. Ça ne sera pas nécessairement donné. Surtout si vous avez à dessiner l'aiguille, il faut la dessiner correctement. Un exemple ici. Vous avez déjà la solution tout de suite après cet exemple-là, mais je vais quand même, avant d'aller voir la solution, on va raisonner ensemble. Alors, c'est un fil, il est branché d'une manière que le courant arrive par ici. Le courant va circuler de la borne positive vers la borne négative. Donc, le courant va circuler. Je vais juste faire cela. Donc, le courant va circuler de la borne positive vers la borne négative. Ça, c'est notre courant. Alors là, vous pouvez tenir un crayon avec votre main gauche pour représenter le fil. Prenez le temps de le faire. Donc, prenez un crayon de la main gauche, fait qu'au moins, la main gauche ne sera pas utilisée hein, pour trouver l'orientation des lignes du champ magnétique parce qu'elle va tenir le crayon. Elle tient, en fait, le crayon va représenter le fil droit. Maintenant, ici, le courant, il va falloir placer sa main de telle sorte que, vous avez votre poignet ici, que le pouce puisse, donc ça c'est le pouce, lui, va suivre le courant. Donc le pouce, il faut qu'il soit orienté dans ce sens-là. Donc il n'y a pas 200 façons de placer sa main droite. Là, hein? On n'oublie pas, c'est la main droite. Donc vous allez voir en fait que la façon dont vont s'enrouler vos doigts, là, vous allez voir vos ongles, comme ça. Donc vous allez empoigner votre crayon, hein, qui représente votre fil droit. Donc c'est la façon à laquelle vous allez empoigner avec votre main droite le fil.
Donc, ça ici, c'est rouge. Je m'excuse, on ne le voit pas, là, mais tu sais, ça passe par-dessus. Donc, mes doigts passent par-dessus le fil ici. Donc, l'enroulement va se faire de quelle manière? Il va se faire, en fait, les lignes du champ magnétique vont circuler dans ce sens. Je vais juste effacer, c'est mal fait ici. Donc, les lignes du champ magnétique, on va les représenter de cette façon, comme les doigts se sont enroulés. Donc, là, c'est ma couleur qui n'est pas appropriée. Je m'excuse, je vais changer de couleur juste pour qu'on puisse voir. Donc, ici, alors je recommence. La ligne du champ magnétique va circuler dans ce sens-là. Donc, les doigts vont s'enrouler tantôt, lorsque je mentionnais au niveau des doigts, là, c'est nos ongles. On va les voir ici. OK? Le fil, ben, lui, il est rouge, là, mais admettons que j'assure ici, mais vos ongles, on les voit, là. Alors, voyez, prenez le temps, là, d'enrouler les doigts de votre main droite, toujours, là. Et à ce moment-là, ça donne le sens du champ magnétique, cet enroulement-là de vos doigts. Mais la boussole est placée sous le fil droit. Donc, encore là, vous pouvez vous prendre un papier brouillon, dessiner un rond, placer au-dessus de votre papier brouillon votre crayon, hein, qui est maintenu par la main gauche. Et avec la main droite, vous allez voir qu'il faut placer les aiguilles de la boussole de telle sorte que l'aiguille, vous allez retrouver le sud ici, parce que les lignes de champ doivent rentrer dans un sud et sortir par un nord. Et le nord va être placé ici. Si je ramène, par exemple, ici, le sens de ma ligne du champ magnétique, alors si donc elle passe au-dessus du fil, rentre en dessous, mais par le sud ici, la ligne du champ magnétique passe sous le fil et va ressortir par le nord. OK? Donc, c'est parce que le sens était comme cela. Alors, c'est pour cette raison que nous retrouvons le nord et le sud. Mais comme je le mentionnais tantôt, c'est vraiment bien illustré, pas illustré, mais vraiment fait, vraiment avec un fil droit, avec une vraie boussole. Donc, vous pourrez aller visionner la vidéo. Par contre, n'allez pas apprendre par cœur que si la boussole se retrouve sous un fil droit, le nord il est toujours en haut, puis le sud il est en bas. Non, n'allez pas apprendre ça par cœur. Parce que là, ça dépend de la circulation de notre courant. Si le courant circule dans l'autre sens, c'est plus la même chose, là. Donc, il faut faire attention à cela. Il faut toujours raisonner. Il ne faut pas apprendre par cœur. On a un minimum à apprendre par cœur, bien entendu, là. Mais si votre courant, et ça, amusez-vous à le faire, pratiquez-vous, vous allez le retenir beaucoup mieux. Alors, faites le même problème, sauf que le plus va devenir ici, le moins là. Donc, vous allez voir que votre main va s'enrouler. Les doigts vont passer, donc le pouce va être vers la gauche. Les doigts vont s'enrouler dans l'autre sens et par le fait même, vous allez retrouver le sud en haut et le nord en bas ici sur l'aiguille de ma boussole. Donc, prenez le temps de faire cela. Alors, vous aviez la solution, je vous l'ai donnée. Donc, on retrouvait le nord et le sud, puis je vous avais donné le sens des lignes du champ magnétique. Alors, on continue cette deuxième partie de l'univers matériel. Alors ici, nous avons la notion de circuit électrique. Donc, on va procéder... non, pardon, c'est pas la notion de circuit électrique, c'est pas encore la notion du circuit électrique. C'est encore deux exemples avec la règle de la main droite. Alors, voici un circuit électrique qui permet d'allumer une ampoule, représente correctement les lignes du champ magnétique autour de la partie du fil électrique qui est branchée. Allons voir. Encore là, ici, le fil, on peut le localiser, il est ici. L'ampoule est branchée, nous avons une source de courant, nous avons la plus longue des bornes, donc le courant part de la borne positive. Mêlez-vous pas avec les notions de borne et de pôle nord d'une aiguille, hein. Souvent, il y en a qui se mêlent dans leur tête. Alors, vous avez que le courant va circuler de la borne positive vers la borne négative. Alors, si nous suivons notre courant, le courant fait ça, après ça, il passe dans le fil comme ça. Alors, le courant circule de cette manière. Alors, le pouce, nous allons l'enrouler de quelle manière? Encore là, prenez-vous un crayon,
avec votre main gauche, tenez-le sur le bout, à une extrémité, à l'extrémité gauche, et par la suite, prenez votre main droite, et là, placez-la de telle sorte que votre pouce va aller dans cette direction. Donc ça, c'est votre pouce qu'on va retrouver comme ça. Parce que lui, il faut qu'il suive le courant électrique. Le courant électrique va de la gauche vers la droite, part de la droite ici vers la gauche. Alors, il faut qu'il suive le courant électrique. Et vos doigts vont s'enrouler de telle sorte que, là, on ne voit pas les ongles, là. Donc, de telle sorte que ça va vous donner le sens. L'enroulement va vous donner le sens des lignes du champ magnétique. Et voilà. Alors, la réponse, c'est ça, c'est l'illustration que nous avons fait. Donc, le sens des lignes du champ magnétique, ça va tourner autour du fil de cette manière. Et lorsque vous prenez un crayon dans la main et que vous essayez de vous le représenter, vous avez une meilleure perspective. Ça va mieux pour la compréhension. Un autre exemple, nous avons cette fois-ci une boussole qui est placée à proximité du fil. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? De dessiner l'aiguille. Alors, c'est souvent ce qu'on va retrouver. Ici, le fil, il est à la verticale. Encore là, si vous avez de la difficulté, vous pouvez placer votre feuille à l'horizontale. Trouvons la circulation du courant. Elle va vers le bas, donc le courant circule de haut en bas. À ce moment-là, si vous penchez votre feuille, vous allez voir que votre pouce, il faut que celui-ci, ça c'est l'ongle de votre pouce, ça c'est votre pouce, oh my God. Alors le pouce, votre poignet et vos doigts, donc ça va s'enrouler de cette manière. Alors vous allez retrouver, ça c'est le pouce, oups, qui va suivre, je m'excuse, là, le pouce, ça c'est son ongle, donc qui suit le courant électrique, donc il va vers le bas, et naturellement, votre ligne de champ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne comme l'enroulement des doigts, comme ça. Donc, les doigts se sont enroulés, et en fait, la ligne de champ, si vous couchez votre feuille, passe par-dessus le fil, ensuite tourne, va vers l'arrière du fil et ainsi de suite. Si nous avons donc si on le laisse vertical, donc ça veut dire que ça fait des cercles, ça fait des cercles, ça va tourner, ça va faire des cercles autour comme ça de notre fil. Ici, par contre, la perspective, on ne verra pas le fil. Alors, ça fait des cercles. Encore là, avec le crayon, vous allez très bien vous le visualiser. À ce moment-là, au niveau de l'aiguille, comme une ligne de champ, donc ça va faire des cercles, hein? La ligne de champ circule comme ça. Alors, le sud sera ici et le nord sera ici. Donc, l'aiguille de votre boussole va se positionner, on ne voit pas très bien, là, mais l'aiguille de votre boussole, vous allez retrouver le sud et vous allez retrouver le nord, puisque la ligne de champ qui tourne autour va devoir entrer dans un sud et sortir par un nord et faire le tour du fil et ainsi de suite. Alors ça, il faut très bien maîtriser. Il faut répéter la règle de la main droite, la prendre par cœur. Alors, le pouce suit le courant, les doigts, l'enroulement donne le sens des lignes du champ magnétique. L'autre concept étudié pour l'examen, la loi d'Ohm. Alors ici, il ne faut surtout pas faire des erreurs comme l'isolation d'une variable. Vous avez remarqué dans votre feuille de formule, sur votre feuille de formule, la loi d'Ohm, elle est donnée sous cette forme. Alors déjà, le U est isolé. En classe, on peut l'avoir vu plus souvent qu'autrement de cette manière parce qu'on demandait souvent des résistances à calculer, donc c'était U divisé par I. Ceux qui ont de la difficulté à isoler, prenez votre petit cercle magique. Alors ici, vous avez RI, ici U. Alors si vous voulez dans la loi d'Ohm, calculer le U, cachez-le, ça fait R fois I. Donc, le U, c'est R fois I, la résistance fois le courant.
l'intensité du courant électrique. Si vous voulez calculer l'intensité du courant électrique, cachez le I et ça donne U sur R. Donc, effectivement, c'est ce que nous avons. Et si vous voulez trouver R, la résistance, cachez-le, cachez cette lettre et ça va vous donner U sur I. C'est exactement ce que nous avons. Donc, il ne faut surtout pas là, manquer son coup au niveau d'isoler les variables. C'est sûr qu'avec cette forme-là, U est égal à R sur I. Si on veut isoler le I, ben, on divise par R des deux côtés. Donc, tu n'es pas obligé d'apprendre un cercle magique, mais quand même, ceux qui ont réellement de la difficulté. Et si vous voulez, par exemple, le R, on divise par I des deux côtés. Si on veut le I, on divise par R des deux côtés. Donc, ça va quand même relativement bien. Les circuits électriques sont en lien avec la loi d'Ohm. Les graphiques aussi. Donc, on va voir la loi d'Ohm, surtout d'un point de vue, dans un premier temps, circuit électrique, et dans un deuxième temps, graphique. On a même fait un laboratoire en classe pour trouver la relation entre la différence de potentiel et l'intensité du courant électrique. On n'oublie pas avant tout que l'ampèremètre, qui est l'appareil qui mesure l'intensité du courant électrique, est toujours branché en série. Il peut aller dans un circuit en parallèle. C'est son branchement qui est en série. Et le voltmètre, lui, qui mesure la différence de potentiel, la variable de la différence de potentiel, c'est grand U. Il faut apprendre ça par cœur. La variable de l'intensité du courant, c'est grand I. Alors, le voltmètre, lui, mesure la différence de potentiel. Et il est toujours branché en parallèle. Mais il peut être dans un circuit en série sans problème. Le truc que je vous avais donné, c'est A, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez retenir ce truc. Donc, ça vous aide à reconnaître que l'ampèremètre branché en série, voltmètre branché en parallèle. Alors, c'est un petit truc que je vous donne dans le but de retenir le branchement de ces appareils. Alors, un circuit ici, vous avez aussi un circuit en série. On se souvient du circuit en série. Le circuit en série, en fait, nous avons toujours, j'appelais ça les petits bras parce que les composants ou les composantes ou un élément de circuit a toujours un côté où entre le courant puis un autre côté où sort le courant. Donc, il y a comme deux petits bras. Et lorsqu'il en a un avec un élément complètement différent, donc avec un élément par exemple, et l'autre petit bras avec un élément complètement différent, il est branché en série. Mais pour aussi vérifier, est-ce que ce circuit est vraiment un circuit en série, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est de suivre votre courant. Le courant, il sort de la borne positive. Oups. Donc, il sort de la borne positive. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer ici dans l'ampèremètre. Il va passer ici. En fait, le courant, là, il y a juste un chemin à suivre. Il ne peut pas arrêter, il ne peut pas faire, entre guillemets, des stops puis se poser la question, est-ce que je dois aller d'un bord ou de l'autre? Il y a vraiment une seule boucle dans le circuit en série. Donc, il y a une seule boucle. Donc, il n'y en a pas plusieurs. On va voir la différence tantôt avec le circuit en parallèle. Donc, le courant, il fait une seule boucle, il revient à la source. Et on n'oublie pas que pour faire fonctionner un élément de circuit, que ce soit un moteur, une ampoule électrique, etc., il faut que le courant circule dans cet élément-là, mais qu'il soit capable de revenir à la source. Alors ça, c'est très important. On voit aussi ce qu'on a mentionné tantôt. L'ampèremètre est toujours branché en série. Regardez ici. Il a un petit bras avec la source, l'autre petit bras avec le résistor. Ici, le voltmètre, lui, il est branché en parallèle. Ça veut dire que ces deux petits bras sont avec les deux petits bras d'un même composant. Même chose ici. Pourquoi j'ai mis 3 positions pour le voltmètre? Ça, c'est plus du STE. Mais en fait, en ST, ce que nous mentionnons concernant les circuits en série, retenez que le courant, il est le même. Pourquoi? Il y a juste une boucle. Donc, on n'a pas le choix, il ne peut pas se diviser. Alors, on retient en ST cette notion-là, que le courant il est partout le même.
Bien entendu, en STE, nous sommes allés plus loin avec les lois de Kirchhoff, hein. Nous avons vu que la différence de potentiel, par contre, c'est elle qui variait. Donc, c'est pour cette raison qu'on a mis le voltmètre à 3 positions. Mais en même temps, une question qui pourrait être dans un examen, c'est est-ce que l'ampèremètre et les voltmètres sont bien branchés ici? Oui. Si on avait placé, par exemple, un ampèremètre de cette manière, problème. Alors là, il est branché en parallèle avec la source, ça ne fonctionne pas, parce que lui doit être branché en série tout le temps. Puis là, vous voyez, hein, le voltmètre, il est toujours branché en parallèle, puis on peut le mettre, on peut l'introduire dans un circuit en série sans problème. Alors, ce que j'ai mentionné tantôt, ça ici, c'est les lois de Kirchhoff, c'est un peu plus pour le STE, mais une manière de vous dire au ST que le courant est toujours le même dans un circuit en série, c'est de vous dire que le courant qui sort de la source, le courant qui va passer par le résistor 1 ou l'ampoule numéro 1 est égal au courant qui va passer par l'ampoule numéro 2, etc. Donc, c'est plus ça qui est intéressant de retenir. On retient aussi, je l'ai mentionné tantôt, nous retrouvons une seule boucle. Donc, le courant, il n'y a pas le choix, c'est comme des petits coureurs qui courent dans le fil électrique. Alors, s'il n'y a pas d'autre chemin pour ces petits coureurs-là, ils vont tous passer par les éléments du circuit, par les composants du circuit électrique. Alors, il est toujours le même lorsque nous avons un circuit en série. Pour le circuit en parallèle, là, par contre, on a plusieurs boucles. Alors, le courant, encore là, ici, voyez-vous, les appareils, l'ampèremètre ici, il est bien placé, il est placé en série, il est bien branché. Il a une petite patte avec la source, une autre petite patte ici avec le tout qui est ici, avec cette papillote, n'est-ce pas? Et l'ampèremètre ici, il y a un bras ici, un bras avec le résistor. Ici, c'est comme, donc il y a un bras ici avec le nœud et ici avec l'ampoule. Donc, sans danger, il est branché, lui, en série. Le voltmètre, lui, il est branché en parallèle. Ces deux petits bras sont avec les deux petits bras du même composant, qui est la source. Et ici, la raison, c'est plus pour le STE. La raison pour laquelle on a placé ces positions-là, on se rappelle que c'est dans le circuit en parallèle, étant donné qu'il y a plusieurs boucles. Alors, le courant, là, va sortir de la borne positive et il va faire une première boucle. Il y a une possibilité, regardez, de se diriger comme ça ici. Il va être mesuré par l'ampèremètre, il va passer par l'ampoule électrique. Est-ce qu'il va être capable de l'allumer? Oui. S'il est capable de revenir à la source? Et oui, il y a un chemin pour revenir à la source. Ça, c'est la première boucle. Une deuxième boucle, c'est la suivante. Alors, le courant peut sortir de la source, arrive ici, il fait comme un petit stop, mais il décide d'aller là. Il passe par l'ampèremètre. En passant, l'ampèremètre pourrait être placé avant ou après, là, hein? Ensuite, il revient à la source. Alors, le résistor, le courant va pouvoir circuler à l'intérieur parce qu'il y a un chemin possible. Donc, nous avons une première boucle en rouge et une deuxième boucle en bleu. Il y a plusieurs possibilités. Donc, le courant va se séparer, va se diviser dans un circuit en parallèle. Par contre, pour le STE, on retient que c'était la différence de potentiel qui était toujours la même. Donc, rien ne sert de déplacer le voltmètre à plusieurs positions pour un circuit en parallèle. Maintenant, ici, à côté, on a une autre configuration de circuit en parallèle. On retrouve 3 résistors, une ampoule. Alors, vous avez les deux petites mains de ce résistor qui sont avec les deux petites mains de cette ampoule. Les deux petites mains de cette ampoule sont avec les deux petites mains de ce résistor. Celui-ci avec ça. Puis le tout est branché avec la source de courant. Alors ici, vos boucles, on peut les voir. Une première, la petite. Donc, le courant circule de cette manière. Ensuite, vous avez une deuxième boucle. Le courant peut aller faire fonctionner l'ampoule. Il revient à la source. Super. Ensuite, une troisième boucle. Alors, c'est ça, un circuit en parallèle. Souvent, dans l'analyse techno, ça peut être un petit peu difficile de voir quel type de branchement
nous avons dans l'analyse techno? Eh bien, sur votre, soit sur l'animation ou sur votre document, essayez de suivre le courant. Donc, s'il y a un endroit où, oups, le courant doit passer avant de s'en aller à gauche, puis il peut prendre un chemin vers la gauche ou vers la droite, c'est un circuit en parallèle. Et on n'oublie pas aussi qu'un circuit en parallèle, il y a un avantage, hein. Si on avait, par exemple, 4 ampoules branchées en parallèle, s'il y en a une qui grille, qui brise, ben, il y a possibilité d'avoir les 3 autres ampoules vont allumer. Ce n'est pas le cas si les 4 ampoules, par exemple, sont branchées en série et qu'il y en a une qui grille. Le courant ne pourra plus retourner à la source, donc tout va s'éteindre. Donc, en série, c'est le désavantage. Par exemple, les phares d'une automobile sont branchés en parallèle parce que souvent, on va voir le soir qu'une automobile a un seul phare d'allumé, l'autre y est grillé, mais à ce moment-là, c'est branché en parallèle parce que sinon, si c'était branché en série, les 2 phares n'allumeraient pas. Une quatrième boucle. Alors, ça part de la borne positive et ça s'en va vers la borne négative, le courant. On n'oublie pas ici, je fais juste une petite parenthèse, là, les sources de courant, c'est pas toujours à droite qu'on retrouve le plus, hein, n'est-ce pas? Puis à gauche, le moins. On peut avoir une source de courant où c'est plutôt la borne négative qui est là et la borne positive qui est ici. Donc, c'est juste parce que je prenais toujours la même source. Et j'avais le plus toujours au même endroit. Alors, ce qu'on a mentionné pour le circuit en parallèle, on l'a vu, vous avez toujours deux boucles ou plus. Alors, on vient d'en voir 4 avec l'exemple. Le courant électrique est donc séparé parce qu'il y a le choix. Hein, il peut aller dans un sens ou dans l'autre. Nous, en ST, on l'exprimait de cette façon-là. Donc, le courant qui va passer dans l'ampoule numéro 1, l'ampoule numéro 2. Eh bien, si on additionne ces courants-là, ben, ça donne le courant de la source. Et pour représenter que la différence de potentiel était toujours la même, on représentait ça de cette manière-là. Donc, on pouvait généraliser. Là, je l'ai généralisé. Je ne l'ai pas généralisé parce que dans mon premier exemple, j'avais juste 2 composants de mon circuit électrique. On continue. Nous sommes rendus maintenant à la notion donc des exemples. Comment on utilise la loi d'Ohm pour répondre à des questions. Alors, je vais procéder avec des circuits en premier et ensuite avec un graphique. Alors, on va calculer la résistance du circuit suivant. Donc, vous avez un circuit. Première question à se poser, ils sont branchés de quelle manière le résistor et l'ampoule? Eh bien, ils sont branchés en série. Donc, on le voit, il y a simplement une boucle. Alors, le courant, il est toujours le même. Vous avez une différence de potentiel qui est donnée, donc d'où l'importance de toujours relier sa variable avec l'unité, parce que sinon, si vous attribuez à I des volts, vous allez être mélangé, ça ne fonctionnera pas là, dans les calculs. Alors ici, j'ai déjà fait la solution. Mais la physique, c'est quoi? C'est la pose d'un problème, connaissance des variables et des unités, et c'est notre meilleur ami en physique, les mathématiques. Alors ici, on nous demande de calculer la résistance. Comme c'est pas la différence de potentiel aux bornes du résistor ou de la lampe, de l'ampoule, mais bien aux bornes de la source, et que c'est le courant qui sort de la source, mais de toute façon, en série, le courant est toujours le même. Alors, ce qu'on va trouver ici, ben, c'est la résistance du circuit. On appelait ça la résistance équivalente ou totale. Alors ici, ça nous prend, allez voir votre petit cercle magique, lorsque vous isolez la résistance, on obtient la différence de potentiel qui est de 10 volts, divisé par l'intensité du courant qui est de 2 ampères, et par définition des volts divisé par des ampères, ça nous donne des ohms. N'oubliez pas l'unité, hein, c'est moins 1 sur 4 dans l'examen. Vous perdez 1 point par des unités qui sont manquantes. Même si vous écrivez 5, vous perdez 1 point. Donc, faites attention au niveau des unités. On ne le répétera jamais assez. Alors, vous aviez déjà la solution ici. Donc, j'avais posé mon problème, j'avais écrit ma formule et j'avais substitué mes valeurs pour avoir finalement le 5 ohms.
Un autre circuit, on demande encore la résistance, mais plus précisément de l'ampoule. Ce qui est le fun avec la loi d'Ohm, c'est qu'on se promène avec. Donc, si vous voulez la résistance d'une ampoule, il faut avoir sa différence de potentiel et son courant si vous, qui passe à l'intérieur de l'ampoule. Si vous voulez connaître la résistance d'un moteur électrique, il faut connaître sa différence de potentiel et le courant qui passe dans le moteur, qui traverse le moteur électrique. Allons voir. C'est encore un circuit ici. Ben, en fait, le circuit est très, très simple. Il est simple. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'autres éléments de circuit branchés, là, c'est un circuit qu'on appelle simple. Il n'est pas en série, il n'est pas en parallèle. Ben, en fait, c'est comme si la source est avec notre ampoule. Alors ici, on aura deviné hein, que c'était la position de l'ampèremètre. Ici, la position du voltmètre. Mais on nous a déjà donné la mesure. Alors, nous cherchons encore là, on va donner la solution. C'est un circuit il n'est pas en série, là, il est simple, c'est ce que je voulais écrire. Alors, c'est un circuit qui est simple, et voilà. Alors ici, nous avons besoin de la différence de potentiel. Comme en fait, l'ampoule est seule, c'est la même différence de potentiel. Elle est comme en parallèle hein, avec la source, mon ampoule. Alors, c'est la même différence de potentiel. De toute façon, on ne se casse pas la tête. On a juste 120 volts. On n'a pas d'autres valeurs données. Alors, 2,5 ampères, c'est ce que nous avons comme courant qui circule dans cette ampoule. Et vous avez une résistance. On n'oublie pas l'unité, le ohm. Un autre exemple, cette fois-ci, nous allons calculer la résistance du résisteur 1 dans le circuit. Alors, le résisteur 1 va être obligatoirement illustré. Alors, vous avez le résisteur 1 qui est ici. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ces informations à lui. Hein, les volts, la différence de potentiel, comme il s'appelle R1, on peut l'appeler U1. Alors, j'ai 15 volts. Mais c'est un circuit, il faut se poser la question. C'est branché comment, ça, ces éléments-là de circuit? Ah, série. Donc, les deux résistors, hein, il y a juste une boucle pour le courant électrique. Alors, les deux résistors sont branchés en série. On a vu la position de l'ampèremètre ici, que ce soit placé avant ou après, le courant est toujours le même. Alors, par le fait même, le courant qui passe par le résisteur 1 est de 3 ampères. Alors, avec votre petit cercle magique ou la loi d'Ohm que vous avez sur votre feuille de formule, isolez le R, vous allez retrouver le 15 volts divisé par le 3 ampères. Et, je le répète, des volts divisé par des ampères, ça nous donne des ohms. Alors, nous avons une résistance. On n'oublie pas que les résistors ou les lampes, les moteurs, ça offre une résistance au courant électrique. C'est ce que nous avons calculé. Maintenant, c'est un circuit ici qui est en parallèle. Hein, regardez, nous avons 4 composants en parallèle, dont 3 résistors et une ampoule. Ben, en fait, c'est une lampe, mais je n'avais pas le petit symbole de l'ampoule. C'est plus un petit filament de tungstène qu'on retrouve, mais on peut dire que c'est l'ampoule. Alors ici, nous avons à calculer la résistance de l'ampoule. Encore là, très facile. Ça nous prend les informations qu'on retrouve dans la loi de Ohm pour calculer. Donc, ça nous prend la différence de potentiel, pas de n'importe quel composant, simplement de l'ampoule, et ensuite l'intensité du courant de l'ampoule qui passe par l'ampoule. Alors ici, nous avons le 9 volts divisé par le 3 ampères et par définition, ça nous donne des ohms. Maintenant, un autre exemple. Cette fois-ci, nous allons utiliser la loi d'Ohm, mais on peut isoler. Hein, dans la loi d'Ohm, on peut avoir le R isolé, on peut avoir le U isolé, ou bien on peut avoir le I isolé. Donc, on peut s'amuser avec ça, là. Alors ici, on nous demande l'intensité du courant électrique. Donc, le I, c'est U sur R. Alors ici, de l'ampoule. Donc, le courant qui circule dans l'ampoule. Pour ce faire, nous avons besoin simplement de 2 informations sur 3. Donc, on veut le courant,
ça nous prend la différence de potentiel. Faites attention, toujours l'unité ici qui est associée à la variable U, qui est la tension ou la différence de potentiel, c'est synonyme, qui est de 20 volts, hein, qui est mesurée par le voltmètre qu'on a branché en parallèle. Et par la suite, vous avez ici en ohm, le ohm est associé à la variable R pour la résistance. Donc, nous avons 10 ohms de résistance pour ce moteur et nous devons calculer le courant électrique. Nous allons substituer le 20 volts divisé par le 10 ohms et par définition, des volts divisé par des ohms, ça donne des ampères. Mais de toute façon, tu retiens que I est en ampères. Donc, automatiquement, vous allez écrire l'unité du ampère. Ensuite, nous avons le circuit avec interrupteur. Ben, voyons donc. Maintenant, le circuit électrique, mais avec un interrupteur que nous allons retrouver à l'intérieur du circuit ou bien des interrupteurs. Nous aurons à compléter le tableau en écrivant que la lampe ou les lampes vont allumer ou éteindre. Donc, le circuit que nous avons est le suivant. Nous avons des interrupteurs, même chose que tantôt, nous avons toujours la borne positive qui va nous donner l'orientation du courant électrique. Et sachez une chose, je l'ai mentionné tout à l'heure, le courant va pouvoir faire fonctionner un élément de circuit, un composant de circuit, une composante de circuit, si seulement si il peut traverser ce composant-là et revenir à la source. S'il tombe dans le vide, puis qu'il ne peut pas revenir à la source, il ne peut pas l'allumer. Alors ici, nous avons des interrupteurs, les deux sont ouverts, on peut les fermer. Ils sont identifiés, interrupteur 1, interrupteur 2. Nous avons 3 ampoules, 1, l'ampoule 2, l'ampoule 3. C'est un circuit en parallèle, ils sont branchés en parallèle, ces 3 ampoules. Le courant va donc se diviser dans le circuit, il n'est pas toujours le même. Chose certaine, lorsque les interrupteurs sont ouverts, c'est impossible au courant de revenir à la source. Alors, dans le tableau que nous allons compléter, nous avons plusieurs situations. Nous avons que l'interrupteur 1 va être ouvert. Ici, une petite erreur, c'est l'interrupteur 2. Donc, l'interrupteur 1 va être ouvert. L'interrupteur 2 va être ouvert. Que va-t-il arriver à l'ampoule numéro 1? Je m'excuse de la petite erreur ici. À l'ampoule numéro 2, à l'ampoule numéro 3. Donc, que va-t-il se produire? Est-ce qu'elles vont allumer ou éteindre? Être éteintes ou allumées? Alors ici, si les deux interrupteurs sont ouverts, regardez le courant. Oups, il tombe tout de suite dans le vide. Alors ici, l'ampoule va être éteinte. Même chose ici, l'ampoule numéro 2, aucune ampoule va fonctionner parce que je vous ai dit, il faut que le courant puisse circuler dans les composants. S'il n'est pas capable de revenir, il doit circuler et puis revenir à la source. S'il n'est pas capable de circuler à travers ces composants-là puis revenir à la source, le composant ne fonctionnera pas. Si par contre, l'interrupteur 1, il est ouvert, mais l'interrupteur 2, il est fermé. Mais en fait, le courant ne pourra même pas revenir à la source. Même si on avait mis la borne positive à droite, ici, le courant pourrait circuler, se diviser, mais il tomberait dans le vide. Il ne pourrait pas revenir à la borne négative, par exemple. Ici, il tombe tout de suite dans le vide parce que l'interrupteur 1, il est ouvert. Alors, c'est la même chose. On aura la même chose. Les 3 ampoules seront éteintes. L'autre situation, nous allons fermer l'interrupteur 1. Ah là, par contre, le passage du courant électrique, c'est possible. Par contre, l'interrupteur 2 va rester ouvert. Alors, si l'interrupteur 1 est fermé, le courant, donc suivez-le avec votre doigt ou votre crayon, va pouvoir arriver ici, faire un stop. Hein? S'il se dirige vers l'ampoule numéro 3, comme l'interrupteur 2, il est ouvert, il va tomber dans le vide, le courant. Il ne pourra pas retourner, il ne pourra pas passer.
à travers l'ampoule puis revenir à la source. Alors, l'ampoule numéro 3 sera donc éteinte. Par contre, le courant peut prendre ce chemin-là vers l'ampoule numéro 1 et il peut prendre le chemin vers l'ampoule numéro 2. Donc, ça nous fait notre boucle qui peut revenir à la source. Hein? Même chose ici, le courant peut revenir à la source. Alors, lorsque le courant peut revenir à la source et qui passe à travers le composant, il le fait fonctionner. Alors ici, l'ampoule numéro 1 va allumer, donc elle allume. L'ampoule numéro 2 allume. L'ampoule numéro 3, elle est éteinte. Et bien entendu, si les deux interrupteurs sont fermés, ça permet le passage du courant électrique partout. Alors, le courant électrique va pouvoir revenir. Donc, ici, c'est fermé. Ici, c'est fermé. Alors, le courant va pouvoir se distribuer dans les trois boucles et revenir à la source. Et par le fait même, les ampoules seront toutes allumées. Donc, allume, allume. Ça, c'est important d'être capable d'interpréter un circuit électrique en lien avec les interrupteurs et les composants qui vont fonctionner ou qui ne fonctionneront pas à l'intérieur d'un circuit électrique. Alors ici, on continue. Nous avons calculé des résistances tout à l'heure, des résistances, mais à l'aide de circuits électriques. On nous donnait des informations sur la différence de potentiel, l'intensité du courant, etc. Maintenant, on va calculer des résistances, mais avec un graphique. Rappelez-vous, nous avions fait un graphique en classe qui démontrait la relation entre la différence de potentiel, ici qu'on retrouvait sur l'axe des Y, et l'intensité du courant. En fait, on pourrait retrouver aussi les axes inversés. On pourrait faire le graphique de l'intensité du courant en fonction de la différence de potentiel. Mais ce que nous avions obtenu, c'était une droite oblique qui représentait une fonction linéaire affine qui témoigne d'une proportionnalité directe entre la tension, la différence de potentiel, et l'intensité du courant électrique. Donc, on a toujours la droite qui passe par le point 0, 0. Nous, ce que nous avions fait en laboratoire, nous avions constaté que le calcul de la pente, en fait, qui correspondait à une variation de la différence de potentiel sur une variation du courant électrique, ben, ça correspondait à une résistance. Alors, il suffit tout simplement, si nous voulons calculer la résistance du circuit, lorsque nous avons un graphique de données, donc ce n'est pas un circuit électrique, ben, il suffit d'aller chercher directement sur la droite un couple, simplement. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la démarche avec la pente, puisque de toute façon, nous avons le point 0, 0. Donc, on va prendre un couple. Ici, je vous l'ai identifié. Donc, nous avons 10 ampères qui correspond à une différence de potentiel de 20 volts. Il suffit donc en fait, si on avait calculé la pente, on aurait fait 20 volts moins 0 volts divisé par, nous avions notre 10 ampères moins 0 ampères et nous arrivons à une différence, à une résistance, pardon, de 2 ohms. Nous avons la solution, donc je vous ai donné la solution. Alors, par le graphique, on peut être appelé à calculer, à s'amuser, ou si on pourrait aller chercher... on pourrait avoir un graphique qui nous représente, en fait, on va aller chercher la résistance lorsque nous avons un graphique de la différence de potentiel en fonction de l'intensité du courant, mais on pourrait aussi aller calculer aussi une résistance si nous avions le graphique intensité du courant en fonction de la différence de potentiel. Il suffit juste de faire attention lors de la lecture à l'intérieur du graphique. Maintenant, nous avons la relation, la notion, un concept qui va être vu, hein, c'est la puissance. On n'oublie pas que c'est comme, entre guillemets, une vitesse de consommation d'énergie. En fait, c'est souvent sur une fiche signalétique que les appareils électriques possèdent. C'est souvent une information qu'on va aller chercher sur la fiche et cette information-là va nous guider sur est-ce que cet appareil-là électrique consomme beaucoup d'énergie, donc va coûter cher à faire fonctionner, ou bien s'il consomme plus ou moins d'énergie, donc il va coûter moins cher à faire fonctionner. La puissance est un bon indice. Et retenons, la physique, je le répète souvent, c'est une notion de variable et d'unité, donc retenons que la puissance, elle est
sa variable c'est P, elle est en watts et donc la puissance, elle est en watts. La différence de potentiel, donc c'est la formule ici pour calculer la puissance. Donc P est égal à U fois I. Allez voir votre feuille de formule, vous la retrouvez. Alors U fois I, donc ça veut dire des volts, multiplié par des ampères, ça nous donne des watts par définition. Alors, la puissance, elle est en watts. On fait attention au niveau de la formule, n'est-ce pas? Ceux qui ont de la difficulté encore là à isoler, vous pouvez prendre le petit cercle magique, vous allez retrouver le U et le I ici et le P là. Alors, si on veut isoler dans cette formule le U, on le cache, ça va donner P sur I. Si on veut isoler le I, on le cache, ça va donner P sur U. Donc, amusez-vous, faites attention, perdez pas des points parce que vous n'avez pas bien isolé. Ça, c'est malheureux lorsqu'on perd des points simplement pour cela. Allons voir un exemple. Souvent, nous appliquons la formule tout simplement. Alors, vous avez un portable qui fonctionne avec une différence de potentiel. Alors, la physique, c'est la pose des variables avec leur valeur accompagnée de la bonne unité. Donc, pardon, on veut calculer la puissance. Je suis allé trop vite. Donc, on veut calculer la puissance. Donc, c'est ce que nous cherchons. Alors, la variable ici, qui est associée au volt, c'est U, donc la différence de potentiel ou la tension, c'est synonyme. Et nous avons par la suite le courant qui a été donné, qui est égal à 3,5 ampères. Il suffit d'aller voir notre feuille de formule. Le P est déjà isolé, de substituer nos 20 volts que nous multiplions par 3,5 ampères. C'est sûr que cette formule-là, oui, on peut vous poser comme question d'en calculer une puissance ou bien d'aller isoler le U pour calculer une différence de potentiel ou bien le I, mais bien souvent, on va plutôt associer ça à l'énergie, à la consommation d'énergie d'un appareil, par exemple. Donc, vous allez voir dans quelques instants la formule de l'énergie. Maintenant, tout comme donc ici, j'avais la solution, elle était déjà donnée sur votre document. Maintenant, oui, la puissance, on peut l'avoir aussi d'un point de vue graphique. Alors, il suffit juste d'aller faire une lecture. Si nous avions fait en laboratoire un graphique qui représente la puissance en fonction de la différence de potentiel. Donc, on aurait obtenu ce graphique. Alors, la puissance, elle est ici, la différence de potentiel, donc une variation de notre... Donc, on pourrait retrouver ce type de graphique-là, mais on pourrait nous demander d'aller calculer le courant électrique. Alors, c'est ce qu'on nous demande ici. On dit calculer l'intensité du courant électrique, mais à partir de ce graphique-là. Alors ici, il suffit d'aller faire une lecture d'un point directement sur la droite que nous avons obtenu, de prendre bien soin de lire nos axes. Donc, quelle information avons-nous? Ici, j'ai une différence de potentiel, je m'excuse, je l'ai caché, là, mais c'est 6, OK? Donc, 6 volts. On pose notre problème, donc le U est égal à 6 volts. Ici, nous avons quoi? Une puissance qui est en watts et elle correspond, je l'ai caché là, elle correspond à 12 ici. Donc, 12 watts. Et par la suite, avec notre formule P est égal à U fois I, nous allons isoler la variable I. On divise par U des deux côtés. Nous obtenons P divisé par U. Et voilà, ça nous donne la variable de l'intensité du courant électrique isolée. Nous pouvons substituer, donc prenez le temps de substituer. Et par définition, vous allez avoir que des watts divisés par des volts, ça nous donne des ampères. Donc, on obtient vraiment un courant. Vous aviez la solution dans votre document, mais je l'ai refait. Donc, la solution est tout de suite après. Maintenant, allons vers... ça. Nous venons de parler de puissance. Maintenant, voyons l'énergie électrique. Elle peut s'exprimer en joules. Il y a plusieurs unités pour l'énergie électrique. On peut avoir le wattheure, le watt-minute, le kilowatt-minute, etc. Mais par définition, c'est le watt multiplié par seconde qui nous donne des joules. Allons voir maintenant
On a parlé tantôt de la puissance. Je fais juste un petit rappel. Lorsque nous avons un appareil électrique qui fonctionne avec l'électricité, on peut déterminer s'il est économique ou non juste en regardant sa fiche signalétique et nous allons voir sa puissance écrite sur sa fiche signalétique. En fait, c'est une petite étiquette métallique qui est collée sous l'appareil ou ça peut être aussi incrusté. Alors, ça nous donne la puissance. Plus elle est élevée, par exemple, si vous avez une ampoule de 100 watts, comparativement à une ampoule de 60 watts, l'ampoule de 100 watts va consommer plus d'énergie électrique, donc elle va coûter plus cher à faire fonctionner. Donc ça, je l'avais mentionné tout à l'heure. Maintenant, l'énergie aussi, on peut la calculer. Et ça va nous donner comme indice, est-ce que l'appareil va coûter cher ou pas beaucoup cher à faire fonctionner. Donc, on peut déterminer si un appareil électrique est plus économique qu'un autre en calculant l'énergie électrique qu'il consomme. Si on doit comparer, là, il faut faire attention, là. Si on doit comparer, on doit avoir les mêmes unités. Ou si on doit additionner des énergies, il faut avoir les mêmes unités d'énergie. C'est un peu comme les distances. On ne peut pas additionner des kilomètres avec des mètres, avec des centimètres, avec des millimètres. Au niveau de l'énergie, vous ne pouvez pas additionner des joules avec des kilowattheures, avec des watts minutes, avec des watts par heure, des wattheures. Donc, il faut avoir vraiment les mêmes unités. C'est très important. Allons voir la formule. Elle est donnée à l'annexe que vous avez vue au début. Alors, vous avez l'énergie, bien entendu, qui est en joules. Très important. Vous avez par la suite la puissance qui est toujours en watts et le temps qui est en secondes. Lorsque je dis toujours, la puissance est toujours en watts, le temps il est toujours en secondes, ça c'est si nous voulons des joules. Parce que l'unité de l'énergie, comme je le mentionnais tout à l'heure, on pourrait avoir des kilowatts multipliés par des secondes, mais ça ne donnerait pas par définition des joules. Maintenant, avec la petite formule, il ne faudrait pas avoir de la difficulté à isoler. Donc, vous pouvez vous faire un petit cercle magique si vous avez des difficultés à isoler les variables. Sinon, ici, je les ai isolées. Donc, si vous voulez le P, on divise par delta T des deux côtés. Donc, la puissance sera l'énergie divisée par le temps. Si on veut le delta T, le temps, alors, nous aurons E divisé par P, tout simplement. Donc, vous pouvez le cacher. Oups, j'ai oublié ici de terminer mon petit cercle magique. Si vous voulez le temps, vous pouvez le cacher dans le cercle magique. Vous aurez E divisé par P. Si vous voulez P, vous le cachez, vous allez avoir E divisé par delta T. Et si vous voulez le E, vous le cachez, vous aurez P fois delta T. Alors, on n'oublie pas aussi que cette formule prend cette forme aussi, parce qu'on vient de voir la formule de la puissance qui était U fois I. Donc, c'est la même chose. Alors, on peut calculer l'énergie avec la différence de potentiel en volts, le courant en ampères et bien entendu toujours le temps en secondes si on veut vraiment avoir des joules. Alors, les unités, très, très, très important de toujours retenir ça. Très, très important. Alors ici, on va faire un exemple. Quelle est la quantité d'énergie consommée? Nous avons un temps qui est donné, le delta T, qui est en heures, donc 10 heures, par une ampoule traversée par un courant. Donc nous avons le courant qui est 5 ampères. Si la tension électrique ou la différence de potentiel est 120 volts. Alors ici, nous avons en fait... on ne nous a pas imposé une unité. Mais ce qu'on nous a donné, ça inspire beaucoup cette formule. On pourrait y aller en deux temps. On pourrait y aller, la physique, c'est toujours la même chose. Avec ce qu'on nous a donné, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons la variable UI. Avec ça, on peut calculer la puissance. Donc, c'est une première étape. Donc, on peut calculer la puissance. Ou bien, ce qu'on peut faire, on peut prendre... et ensuite, lorsque nous avons la puissance, on peut utiliser cette formule-là, qui est la puissance fois le temps. Mais nous pouvons, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, utiliser tout de suite cette formule-là, parce que la puissance, c'est U fois I, donc fois le delta T. Mais ce que j'ai mentionné, si nous voulons avoir des joules, il faut avoir des volts, ça nous avons.
il faut avoir des ampères, ça nous avons. Mais c'est le temps que nous n'avons pas en secondes. Nous l'avons en heures. Maintenant, pour les transformations du temps, retenez qu'une heure, c'est 3600 secondes. Retenez que si vous avez, par exemple, 60 minutes, ça c'est donc 60 minutes. Ça, je pense que tout le monde... pardon, pas 60 minutes. Je devance ce que je veux dire. Donc, si vous avez une minute, c'est 60 secondes. Donc, retenez ça. Donc, dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc, dans 10 heures, si on fait un produit croisé, hein, vous allez avoir combien de secondes? 10 fois 3600 divisé par 1. Donc, vous avez simplement à multiplier, puis là, vous avez déjà la solution. Vous avez simplement à multiplier par 3600 et votre temps en secondes devient, oups, donc devient, on va juste effacer cette ligne, donc devient 3, en fait, on ajoute un 0, ça va nous donner 36 000 secondes. Donc, notre temps est en secondes. Et bien entendu, vous avez une petite unité, hein, le joule, c'est petit, alors ça va nous donner une grande valeur. Donc, 21 600 000 joules. Rappelez-vous, hein, dans votre annexe que nous avons vu au tout début, il y avait une correspondance. Alors là, on vient de calculer l'énergie. On a répondu à la question. Mais si on avait voulu transformer cette unité-là de joule en kilowattheure, alors ici, bon, ça c'est la solution. Alors, si on voulait transformer nos joules en kilowattheure, eh bien, on pourrait aller voir notre annexe, aller voir l'annexe, vous l'aviez, cette correspondance, j'en ai parlé au tout début, et faire une règle de 3 ou un produit croisé avec. Alors, ce que nous avons obtenu, nous, c'est 21 600 000 joules. Si nous le voulons en kilowattheure, donc une plus grande unité, cette unité-là pourrait nous permettre de calculer un coût, ou bien ça pourrait nous permettre d'additionner des énergies, là. Hein, on se ramène à des unités qui sont semblables, donc des transformations d'unités d'énergie. Alors ici, que nous dit l'équivalence? Elle nous dit que 3 600 000 joules, donc on met les joules avec les joules, ça correspond à 1 kilowattheure. Alors, il suffit de faire tout simplement notre 21 600 000 multiplié par 1 divisé par le 3 600 000 et vous aurez à ce moment-là une réponse. Et regardez, c'est pas mal plus petit parce que l'unité, elle est plus grande. Nous avons 6 kWh au lieu de 21 600 000 joules. Alors, l'écriture, elle est plus petite, donc c'est beaucoup plus simple. J'avais aussi la solution, donc voici le calcul. Alors, c'était le calcul de la règle de 3, mais je vous ai montré que c'était simplement une règle de 3. Une autre solution qu'on aurait pu faire, on peut s'amuser en physique avec les variables, les unités. Alors, ce qu'on aurait pu faire, nous avions le U et le I, la différence de potentiel et l'intensité du courant. Nous savons, lorsque nous les multiplions, que ça nous donne la puissance. Mais là, la puissance, elle est en watts. Alors, des watts, pour les avoir en kilowatts, on divise par 1000. Donc, si on divise par 1000 nos watts, nous obtenons des kilowatts. Et par la suite, rappelez-vous, le temps était donné, lui, donc je l'ai divisé ici, le 600 watts, je l'ai divisé par 1000. Et rappelez-vous, le temps était déjà donné en heures. Nous avions le 10 heures. Alors, il suffit tout simplement de multiplier nos kilowatts par le nombre d'heures et par le fait même, nous aurons des kilowattheures. Donc ça, c'est une alternative si vous oubliez de faire la règle de 3, si vous oubliez d'aller voir l'annexe, c'est une alternative. Donc,
Pour avoir des kilowattheures, il suffit tout simplement de multiplier une puissance en kilowatts par un temps en heures, tout simplement. Et si l'Hydro-Québec vous donne un tarif en argent, ben, il suffit de multiplier par la suite, parce que le tarif, c'est en argent par kilowattheure, il suffit par la suite de multiplier ce tarif-là avec notre énergie et nous obtenons le montant, donc la valeur, qu'est-ce que ça coûte en fait de faire fonctionner cet appareil-là avec l'hydroélectricité. Ensuite, nous avons la notion de rendement énergétique. Le rendement énergétique, tous les appareils consomment de l'énergie. Mais l'énergie que nous consommons, c'est pas vrai que nous l'utilisons complètement à 100%. Si on l'utilisait à 100%, nous aurions un rendement de 100%. Donc, le rendement, c'est quoi? Le rendement énergétique d'une machine ou d'un système ou d'un appareil qui fonctionne à l'électricité, c'est le pourcentage, ça s'exprime en pourcent, c'est le pourcentage de l'énergie qu'a consommé cet appareil-là, cette machine-là, ce système-là, mais qui a été transformé en énergie utile, donc juste ce dont on a utilisé pour le faire fonctionner. Exemple, une automobile, vous mettez de l'essence dedans, à l'intérieur, eh bien, c'est pour faire quoi? C'est pour vous déplacer d'un point A à B. Mais on sait que le rendement d'une automobile, c'est très faible. C'est autour de 20%, 24, 23%. Ça dépend de l'automobile. Alors, le rendement énergétique, retournez dans votre annexe, on vous donne la formule. Donc, il suffit de trouver c'est quoi l'énergie consommée, l'énergie utile, puis de faire la division, puis ensuite de faire fois 100. Mais vous pouvez tout simplement faire une règle de 3. L'énergie consommée, par exemple. Je disais donc qu'on pouvait simplement faire une règle de 3. Donc, l'énergie consommée qui correspond à 100%, parce qu'on aurait un rendement de 100% si l'énergie consommée, on l'aurait utilisée complètement. Et donc, l'énergie utilisée pour effectuer le travail, pour faire fonctionner l'automobile, pour faire fonctionner un appareil, par exemple, alors ça correspondrait au rendement. Donc, on voit très bien, en fait, si nous voulons calculer le rendement, c'est tout simplement l'énergie utile fois 100% divisé par l'énergie qui est consommée. Bien entendu, le petit pourcent est simplement une unité et le ministère le met dans sa formule parce qu'il le place tout de suite à côté du rendement. Maintenant, on peut faire aussi un produit croisé, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, on fait correspondre l'énergie consommée à 100% et l'énergie utilisée au rendement. Exemple, nous arrivons à un exemple. Vous avez en une seconde une ampoule électrique de 100 watts qui consomme, ça c'est l'énergie consommée, je vais la noter EC, en énergie électrique. Alors, c'est pas vrai qu'elle va nous donner de la lumière en utilisant le 90 joules. Elle va utiliser une partie de ce 90 joules. Et la fonction d'une ampoule, c'est de nous éclairer. Donc, comme énergie lumineuse, elle utilise 4 joules. Donc, ça, c'est ton énergie utilisée. Le reste de l'énergie est perdu sous forme de chaleur, est dissipé. Et faites attention, dans le calcul des rendements, il ne faut jamais prendre de l'énergie dissipée ou de l'énergie perdue. Donc, perdue ou bien dissipée, il ne faut jamais prendre cela. Donc, si l'énergie est dissipée, donc dissipée, ne jamais prendre cette valeur-là, on pourrait vous la donner, ni l'énergie perdue. En fait, ce qui est perdu, c'est 90 moins 4. Nous avons donc une quantité d'énergie qui est perdue qui correspond à 86 joules. Alors, on aurait pu vous donner ça dans l'énoncé de la question. C'est qu'on aurait pu vous dire que l'ampoule consomme 90 joules et elle perd en chaleur 86 joules. Alors, qu'est-ce qu'elle a vraiment utilisé pour nous allumer? Ben, c'est 4 joules, 90 moins 86. Donc, il faut faire attention au niveau du rendement énergétique de toujours prendre l'énergie consommée, l'énergie qui a été utilisée et non les énergies dissipées
ou l'énergie qui est perdue. Alors ici, le rendement, c'est ce que nous voulons. L'énergie consommée, c'est 90. Ensuite, l'énergie utilisée, c'est le 4 joules. Ici, j'ai pris la formule, mais on peut prendre aussi la règle de 3. 90 correspond à 100%, toujours l'énergie consommée. Et on met les joules avec les joules. Donc, si nous avons juste utilisé 4 joules, ça correspond à quel pourcentage? Donc, on n'oublie pas que le rendement, c'est le pourcentage de l'énergie. C'est d'exprimer en pourcentage euh, la quantité d'énergie à partir de l'énergie consommée, mais une partie, une portion de cette énergie-là consommée qui a été utilisée pour faire fonctionner l'appareil. Là, par exemple, l'ampoule ici, c'est d'allumer. Alors, si on fait je le ferai pas, là, mais si on fait le calcul, c'est 4 fois 100 divisé par 90. Alors, on obtient le 4,4%. Donc, pardon, que ce soit par la règle de 3 ou la formule, on arrive à la même réponse. Un autre exemple ici. Une technicienne analyse différents appareils électriques. Elle constate lors d'un test qu'un de ces appareils consomme. Alors, le mot consomme, il est assez évident ici. Hein, c'est EC, on va l'appeler comme ça, c'est moins long. Il consomme 600 000 joules d'énergie et il perd. Oh, attention, attention, attention. Là, on peut être porté là, à faire un calcul tout de suite sans penser. Rappelez-vous, tout ce qui est perdu, on ne le prend pas dans le calcul. Alors, pour calculer l'énergie qui a été utilisée, il faut prendre l'énergie consommée par l'appareil et soustraire l'énergie qui a été perdue. Elle a été perdue, ça peut être perdu en chaleur, ça peut être perdu sous différentes formes d'énergie. Alors ici, vous avez à ce moment-là une valeur de 500 000 comme énergie qui a été utilisée par cet appareil-là. Et là, à ce moment-là, vous pouvez effectuer votre calcul. Alors, j'ai déjà la solution. L'énergie consommée étant de 100 000, l'énergie qui a été utilisée, on enlève l'énergie perdue, ce qui fait 500 000 qui a vraiment été utilisée pour faire fonctionner l'appareil. Alors ici, c'est la formule, ou bien, la même chose, on peut faire la règle de 3 en prenant le 600 joules qui, lui, correspond à 100%. Et vous avez, on met les énergies en dessous, donc les joules avec les joules. Donc, quel pourcentage allons-nous obtenir? Donc, le rendement, c'est notre inconnu. Donc, 500 000 fois 100 divisé par 600 000, nous arrivons à 83,3%. C'est quand même un bon rendement. Mais des machines ou des appareils qui ont des rendements de 100%, ça n'existe pas. Et si jamais vous dépassez dans l'examen, vous calculez un rendement et que vous dépassez le 100%, faut se questionner. Donc, ça veut dire que vous avez inversé l'énergie consommée avec l'énergie utilisée. Donc, revoyez à ce moment-là votre calcul. On termine l'univers matériel avec le concept de loi de la conservation de l'énergie. En chimie, on avait vu la loi de la conservation de la matière. Maintenant, ici, on va le voir d'un aspect qui peut être énergétique, qui peut être en lien avec la mécanique, avec l'électricité. On va le voir sur, en fait, pour l'électricité, d'un point de vue électrique, on vient de calculer des rendements. Donc, on sait déjà que la loi de la conservation de l'énergie, si par exemple nous avons une ampoule électrique, on sait que nous avons de la perte en chaleur. Mais par contre, si on pouvait calculer cette perte-là d'énergie en chaleur et l'additionner à l'énergie qui a été utilisée, on obtiendrait l'énergie consommée. Mais dans le calcul du rendement, un appareil qui fonctionne à l'électricité, il y a beaucoup de pertes qui se font de différentes façons. Alors, que dit cette loi? Selon la loi de la conservation de l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle est juste transformée. Alors, on va voir cette notion-là à travers des exemples. Alors ici, pour fonctionner, j'ai pris une moto. Une moto fonctionne avec, en fait, une moto, qu'est-ce que ça fait? Ça brûle de l'octane. Donc, c'est une réaction de combustion. C'est ça son énergie. Bon, je ne vais pas équilibrer l'équation, là, mais on sait qu'une réaction de combustion, on l'a vu dans notre partie 1, ça libère du CO2
et de la vapeur d'eau. Alors, c'est ce que nous avons. On sait aussi que ça contribue à l'augmentation des gaz à effet de serre parce qu'on a la formation de dioxyde de carbone. Mais en fait, ce que la moto va consommer en énergie fossile, elle, qu'est-ce qu'elle veut faire, la moto? Se déplacer. Donc, c'est de l'énergie mécanique qu'elle va nous fournir. En fait, elle va se déplacer. La mécanique, c'est le mouvement. Donc, on veut un mouvement. Mais pour les moteurs à combustion, que ce soit pour l'automobile, si vous ouvrez le capot de l'automobile après un certain temps, lorsque vous roulez en automobile ou même avec une moto, vous allez toucher le moteur et il est chaud. Alors, il y a de l'énergie dissipée en forme de chaleur, etc. Donc, différentes formes d'énergie. Mais si on regroupe toutes ces énergies-là, ça nous donne l'énergie totale consommée par l'automobile. Et cette énergie-là vient d'où? Elle vient des molécules de notre essence. Ces molécules-là, lorsqu'elles ont brûlé, ben c'est un moteur explosion. Ça nous a donné de l'énergie. Et cette énergie-là, elle est allée à différents endroits pour faire avancer l'automobile, pour réchauffer le moteur, etc. Alors ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est de placer les symboles plus petits, plus grands ou égales en lien avec les énergies ici, en lien avec la moto toujours. Alors, on sait que le moteur, pas le moteur, mais la combustion, en fait, c'est un moteur à combustion, la moto. Et nous allons avoir de l'essence, donc l'énergie chimique consommée, et on va la comparer aux différents types d'énergie. L'énergie mécanique. Est-ce que vous pensez que l'énergie, ça c'est notre énergie consommée, là, l'essence, est-ce que vous pensez qu'on en a eu pour notre argent? C'est-à-dire que, est-ce que toute cette énergie-là a servi au déplacement, au mouvement? Non. L'énergie chimique est toujours supérieure à notre énergie de mouvement mécanique parce que nous avons eu de la chaleur aussi. Et ça, ça n'a pas été mentionné. Il y a eu d'autres sortes d'énergie. Donc, on vous le dit dans l'énoncé de la question ici, on vous dit, pour fonctionner, une moto a besoin d'énergie chimique, donc le carburant, le C8H18, qu'elle transforme en énergie mécanique tout en produisant d'autres formes d'énergie. On peut retrouver la chaleur, etc. Il y a d'autres formes d'énergie, un peu comme votre corps. Lorsque vous mangez, hein, c'est ça votre source d'énergie que vous consommez. Mais est-ce que cette énergie-là alimentaire est utilisée complètement pour vous faire marcher, pour vous faire parler, pour vous faire écrire? Non. Il y a de l'énergie qui est perdue, entre guillemets, mais qui est utilisée pour vous maintenir à une température de 37 degrés Celsius, pour maintenir votre corps à cette température-là. Il y a de l'énergie utilisée pour faire toutes les réactions chimiques que vous avez à l'intérieur de votre corps. Mais globalement, si nous prenons toutes ces énergies-là, ça donne l'énergie consommée, l'énergie que vous avez consommée. Alors ici, l'automobile ou la moto, l'énergie consommée est plus grande que l'énergie qui servit juste à nous déplacer, à nous faire déplacer avec la moto. Maintenant, l'énergie consommée, elle est comment par rapport à l'addition, donc la somme, c'est l'addition, des autres formes d'énergie produite? Mais là, ils n'ont pas mis l'énergie mécanique. Donc, elle est encore grande, plus grande. Donc, ça, c'est les autres formes d'énergie. Admettons, l'énergie l'énergie thermique, là, la chaleur du moteur, l'énergie, on a eu différents types d'énergie au niveau de la moto. En fait, on a perdu de l'énergie due au frottement de l'air, etc., le frottement des pneus sur la chaussée, etc. Maintenant, l'énergie consommée par la moto, par rapport à la somme, ça veut dire l'addition de toutes les énergies, la mécanique et les autres. Ah, ça, c'est égal. Là, nous avons la loi ici qui est respectée, la loi de la conservation de l'énergie. Donc, ici, nous l'avons. Donc, les autres, on ne l'avait pas ici. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement des énergies autres,
Mais si on les avait toutes additionnées avec la mécanique, on aurait eu des égales partout parce que ça se conserve. Ensuite, nous avons, il y avait un autre exemple sur votre document. Je m'excuse, je suis en train de le passer. Nous avons un autre exemple. Celui-ci, est-ce que c'était bien cela? Somme des autres énergies produites. Bon, l'autre exemple, je m'excuse, je ne l'ai pas écrit, c'est l'énergie consommée, hein, vous l'avez sur votre document, et la somme des énergies mécaniques. Ah non, on l'avait, excusez, je pensais que j'en avais 4. C'est dans l'autre exemple que nous aurons quatre situations, même plus. Je m'excuse. Alors, on continue. Maintenant, encore la loi de la conservation de l'énergie, mais plus d'un côté, là on vient de le voir d'un côté chimique, hein? Là on va le voir plus d'un côté physique, électricité, pas électricité, mais mécanique, donc la physique. Alors ce que vous avez, c'est un ballon qui est au repos, il est sur une rampe, et là il va se déplacer le long de la rampe. Et ce qu'on vous mentionne, c'est que l'énergie mécanique, rappelez-vous, hein, l'énergie mécanique, c'était l'énergie totale, donc l'énergie, la loi de la conservation de l'énergie totale est censée être conservée tout le temps. On vous la donne ici en joules. En passant en sciences techno, on n'a pas besoin de calculer des énergies. On a besoin par contre de comparer. Et ce que nous savons, comme dans ce type de problème-là, nous avons vu en ST que l'énergie potentielle, elle était en lien avec la position d'un objet. Et la position d'un objet, c'est souvent sa hauteur. Plus il est haut, plus il a d'énergie potentielle. Et nous avions vu que l'énergie cinétique était en lien avec le mouvement. On pouvait écrire EC. Alors, le mouvement, mais un corps qui va se déplacer, c'est un corps qui a une vitesse. Donc, c'est en lien avec la vitesse. En STE, nous avons appris comment calculer ces énergies-là. Mais en ST, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? C'est on sait que l'énergie totale, lorsque nous avons un objet qui se déplace, par exemple un pendule ou même une planche à roulettes qui va se déplacer ici, on sait que les énergies vont fluctuer, vont augmenter, diminuer, mais en bout de ligne, nous aurons toujours que l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique donne l'énergie totale, l'énergie mécanique totale. Alors ici, on vous pose une question, donc on vous pose des questions, on va aller les lire, ces questions. Alors, dans le tableau ici, ben, pas dans le tableau, on n'a pas de tableau ici, on vous demande, dans les différentes positions que prend le ballon, A, B, C, D, quelle est l'énergie mécanique? On nous l'a donné dans l'énoncé de la question, on n'a pas à la calculer, il n'y a pas de calcul à faire en ST, mais on peut dire tout simplement, ben là, l'énergie mécanique, l'énergie totale en tout point, elle est conservée, c'est la loi de la conservation de l'énergie. Mais comment va fluctuer les autres énergies? Alors, dans la suite, les 4 dernières questions, on va vous demander de placer soit le symbole plus petit ou plus grand. Alors ici, on va aller voir notre dessin. On va aller raisonner. On dit que le ballon part du repos. Alors, son énergie mécanique, si au début là, il a tout en potentiel. Mais par contre, l'énergie cinétique, il ne bouge pas. Donc, l'énergie cinétique, elle est égale à 0 joule. À mi-course, ben, il n'est pas à mi-course, mais regardez ici. Là, la hauteur était à sa pleine hauteur. Le H était à sa pleine hauteur. Par contre, ici, on a une hauteur qui a diminué. La hauteur a diminué, mais quand même, on a quand même une bonne hauteur. On a de l'énergie potentielle avec de l'énergie cinétique. Nous avons les deux ici. Et ça donnerait, si on avait à les additionner, ça nous donnerait toujours le 200 joules. Donc ici, je reviens en A. L'énergie que nous avons, elle est potentielle, mais comme on n'a pas d'énergie cinétique qui est égale à 0, ben notre énergie mécanique et notre énergie potentielle, ben ça donnerait 200 joules, tout simplement. Mais, comme je vous le mentionnais, on n'a pas à faire des calculs. On a juste à faire des comparaisons. Par contre, le ballon, lorsqu'il arrive ici, il n'a plus d'auteur.
Et c'est ici qu'il a sa plus grande vitesse. Alors, il y a un mouvement qui est très, très rapide. Son énergie mécanique va être toute en cinétique. Et en potentiel, comme il n'y a plus de hauteur, ça va être zéro. Il n'a plus de potentiel ici, d'énergie potentielle. Lorsqu'il va monter, tranquillement, sa vitesse va diminuer, mais il va gagner en potentiel. Et en bout de ligne, l'énergie mécanique est conservée, l'énergie totale est conservée. À la position D, il va retrouver toute son énergie mécanique qui sera en potentiel et son énergie cinétique sera égale à zéro. Et ça, on pourrait vous donner un exemple avec les balançoires, les pendules, etc., pour parler de la loi de la conservation de l'énergie. Alors ici, en A, l'énergie potentielle, elle est comment par rapport à l'énergie cinétique? Elle est pas mal plus grande. Puis en plus, l'énergie cinétique, on l'a vu, elle est de zéro. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. À la position A, le ballon, il est immobile, il est au repos. À la position B, rappelez-vous, il était comme en train de descendre. Mais il y avait quand même une hauteur, une très grande hauteur. On n'était pas à mi-course. Si on avait été à mi-course, on aurait eu l'égalité. Donc, sur la rampe, par exemple, si on avait été vraiment au centre, bien, au centre de la courbe ici, on aurait eu l'égalité entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Mais on va vraiment travailler avec des positions qui sont assez évidentes. On voit que plus en hauteur, donc il aura plus en potentiel qu'en cinétique. Maintenant, à la position C, ce que nous avons observé, c'est que son énergie potentielle à la position C, là, c'est vraiment petit. Même plus que petit, c'est égal à zéro, il n'y a plus de hauteur, et il a tout en cinétique. Donc, voyez-vous, en ST, vous avez juste à faire des comparaisons. Et la dernière question, la position D, l'énergie potentielle, elle est super grande, elle correspond même à l'énergie mécanique totale. Son énergie cinétique, il n'y a plus de mouvement, il va s'arrêter l'autre côté de la rampe, donc ça va être zéro. Alors, ça termine l'univers matériel, partie 2. Bonne étude et bonne chance à l'examen.